Salut Greg. Eh ben salut, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est cool. C'est plutôt toi qui nous reçois. Oui c'est vrai, tu as fait l'effort de te déplacer et de venir ici dans cette belle soufflerie iFly Lyon. Ouais, tu peux décrire un petit peu pour les gens qui sont sur l'audio, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont pas toujours sur YouTube ou sur les réseaux. Où est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Alors voilà, on est dans la soufflerie sportive iFly Lyon. Il y a eu dans le langage beaucoup de gens qui ont utilisé le mot simulateur chute libre. On essaye en tout cas en ce moment de l'enlever parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des simulateurs d'avion, on n'est pas en train de voler. Alors que là, on est vraiment en train de voler. Donc du coup, le terme simulateur, on est en train de l'effacer petit à petit. On essaie de dire non, c'est une soufflerie sportive. Les gens comprennent de toute façon ce que c'est. Et du coup, il y en a une dizaine maintenant en France. Et du coup, ça sert à la fois pour les parachutistes pour s'entraîner. Et ça sert aussi beaucoup, et on est très content de ça, pour des gens qui n'ont jamais volé, à faire leur baptême de vol en chute libre. Et je te le confirme, moi j'ai pu le faire aussi. J'ai commencé du coup effectivement à Paris, à la Villette, il y en a à iFly aussi, et je me suis régalé, j'ai adoré. Donc je suis hâte de pouvoir en faire aussi un petit peu avec toi aujourd'hui. Ça va être super cool. Tu vas nous expliquer un peu au plus en quoi la soufflerie a apporté beaucoup au sport. Mais je te l'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast. Les 225, je dirais, invités ont dû répondre à cette question. Okay. C'est pour lancer les interviews. J'aime bien commencer un peu par l'enfance, savoir qui tu étais toi plus jeune. Et, puis j'ai cru comprendre aussi que tu avais une histoire quand même particulière avec le ciel de manière générale. Et du coup, la première question que je pose, c'est quel est ton premier souvenir de sport ? Alors, je suis obligé de prendre celui-ci, et c'est très très drôle parce qu'aujourd'hui j'ai pris le t-shirt qui correspond. Alors, et je te promets, tu le verras tout à l'heure, j'ai pas pensé, je savais pas que tu allais me poser cette question-là. J'aurais dû le faire d'ailleurs, j'aurais dû faire une petite recherche, mais mon souvenir en tout cas que j'ai envie de raconter, c'est j'étais un fan absolu de Superman. Donc les Superman et Christopher Reeve, là, les premiers. Et du coup, j'attachais régulièrement une serviette éponge avec une épingle à linge. J'avais une petite cabane au fond de mon jardin qui était quand même, c'était assez haut quand même, donc fallait que je fasse gaffe. Et donc je sautais de la cabane pour avoir l'impression de voler pendant 1 seconde et demie. Et puis je faisais un roulé-boulé. Donc voilà, pendant 1 seconde, j'étais Superman au fond de mon jardin. Okay. Régulièrement, je faisais ça. Voilà. T'avais quel âge ? J'ai été vraiment minot, hein. Je devais avoir 5 ans, 6 ans. J'étais vraiment minot. Okay. Tout petit. Hein. Et à quel âge t'as commencé à faire des gros sauts ? Alors, quelques années après, du coup là j'étais ado, 14-15 ans, je commence à voir qu'il y a toute une série de films hollywoodiens qui intègrent des scènes de chute libre, mais vraiment beaucoup. Ils ont fait une rafale. Alors après, Hollywood fait souvent ça. Quand par exemple, il y avait une série sur la fin du monde, tout le monde a fait son film sur la fin du monde. Ils font souvent ça, Hollywood. Okay. Donc là, en tout cas, c'était le moment d'intégrer des scènes de chute libre dans les films. Donc, t'as quoi ? T'as Point Break ? Il y avait Point Break, il y avait Drop Zone, il y avait Terminal Velocity avec Charlie Sheen, qui est incroyable. Il y avait Cutaway, il y en avait plein. Et c'était un petit peu, je pense, la battle entre eux de qui va trouver la scène la plus folle. Et du coup, moi, je regardais tout ça, j'étais complètement hypnotisé et j'étais déjà accro. Je savais, ça devait faire partie de ma vie. C'était déjà tellement cool comme c'était montré à l'écran. Tu voyais pas forcément des mecs qui se faisaient des gouttes non plus. Bon, à part Keanu Reeves qui saute à la fin du film, même sans parachute, juste avec son flingue à la main. Bon, ça, c'est un peu chaud. Mais sinon, d'une manière générale, tu voyais que les mecs, ça avait l'air vraiment cool ce qu'ils faisaient. Donc voilà, je voulais faire ça. Et ça faisait un écho à quelque chose, à un souvenir que j'avais. Mon père était pilote de petit avion. Et quand j'avais 7-8 ans, donc pas mal d'années avant, une fois on s'est posé sur une structure qui faisait aussi du parachutisme et j'avais vu des voiles en l'air. J'avais vu juste les voiles s'ouvrir, puis des mecs évoluer et puis se poser. Donc c'était un souvenir qui était là, genre ah oui tiens, il y a des mecs qui font ça, mais c'était un peu flou, je savais pas trop ce qu'ils faisaient en fait. Et en fait, découvrir tous ces films-là, c'était l'explication pour moi, ah ouais ils font ça. Les mecs avant d'ouvrir leur parachute ils font toutes ces choses là incroyables, donc c'était la confirmation, je voulais faire ça. Donc je me suis renseigné, on m'a dit il faut attendre d'avoir 16 ans, mais du coup j'ai tout programmé avec mon meilleur ami. À 16 ans on va au paraclub le plus proche et on y va. Ok, qu'est-ce qui se passe après dès que vous arrivez à ce premier paraclub? On est super bien accueillis. La préparation, elle est un peu terrifiante. À l'époque, il n'y a pas trop la progression assistée en chute qu'il y a aujourd'hui. Ça s'appelle l'APAC. Ouais. C'est beaucoup les sauts en automatique. Donc, on a juste adapté finalement la formation militaire au sport. C'est-à-dire,
on va faire en sorte que la personne n'ait pas à déployer elle-même son parachute. Avec un câble. On est relié à l'avion et avec le petit crochet, et c'est l'éloignement avec l'avion qui va déployer toute la séquence d'ouverture de la voile. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que si tu fais une très belle sortie ou une sortie un peu pourrie, au final, ça se passe assez bien. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi aux gens qui ont encore ce cliché-là. Ouais, le parachute en torche, ça n'existe plus, ça. Alors sur des formes rondes, ça peut encore se produire, mais sur des voiles en fait rectangulaires, ça n'existe plus vraiment ces torches-là. Donc en fait, voilà, j'essaie de rassurer un petit peu les gens. Toutes les techniques de vol et tout le matériel qu'on utilise aujourd'hui, il est super safe. Donc bref. On a fait cette formation-là qui faisait quand même peur, parce que du coup, c'était tu sautes dès le début de tout seul de ton avion, et puis tu as le parachute qui s'ouvre, et dans ta tête, tu dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Je pars dans l'inconnu, j'ai même pas un moniteur qui sera avec moi. Je serai à la porte de l'avion. Alors je m'entraîne, mais quand je serai à la porte de l'avion, je serai tout seul, et puis quand je vais sauter, je serai tout seul, quoi. Donc ça faisait un peu peur. Hein. Et tu te souviens dans l'intégralité de ton premier saut, cette première fois ? Oui. Alors. C'est pas celui, je l'ai pas oublié, hein, mais c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Alors dans la progression, parce qu'en fait je prenais tellement sur moi, je faisais en sorte vraiment de contrôler mes émotions à un tel point que du coup j'ai un peu moins ressenti, évidemment, hein, mais à ce moment-là il fallait juste réussir la mission entre guillemets, donc il y avait moins de place aux émotions. Okay. Donc si tu veux, j'ai vraiment forcé pendant ces 7-8 sauts à faire en sorte que je fasse en fait tout ce que j'étais censé faire, donc je le faisais bien. Et après ces 8 sauts en automatique, du coup, on est monté un peu plus haut, parce que normalement tu es juste à 1000 mètres ou à 1200 mètres, à 200 mètres près c'est la même chose de toute façon. On est monté un peu plus haut, donc tu montes à 1500 ou voire 1800 mètres, et là on te dit maintenant tu vas compter jusqu'à 10, et cette fois-ci tu n'as plus cette fameuse sangle qui est accrochée à l'avion, et ce sera à toi d'ouvrir ton parachute. Pareil, un entraînement qui correspond, il n'y a aucun problème, on ne te laisse pas partir tant que tu n'as pas prouvé que tu avais bien pigé le truc. Donc tu t'entraînes, alors c'est souvent un Mississippi, 2 Mississippi, tu t'entraînes à compter jusqu'à 10 pas trop vite, mais tu dis waouh, ce coup-ci, quand je pars de l'avion, j'aurai le même bruit d'avion qui s'éloigne, mais cette fois-ci, la voile ne s'ouvre pas. C'est un délire quand même qui est assez fou. Et ce saut-là, il est ancré très 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 profondément en moi, parce que tu sens une accélération vraiment plus forte, c'est-à-dire que on essaie d'expliquer aux gens qui commencent à faire du free fly, donc les disciplines artistiques comme nous, qu'il y a vraiment une accélération. Donc c'est-à-dire quand on sort de l'avion, si on a envie de sauter déjà debout ou déjà tête en bas, il faut avoir conscience que l'avion il est que à 150 km/h, nous on va monter à 200 ou 250 km/h, donc il faut attendre. Pendant cette sortie d'avion, il y a 7-8 secondes où ça sert à rien de trop gesticuler, t'attends d'accélérer pour avoir l'air fort dont tu as besoin pour te déplacer. Là pour le coup j'ai senti, tu vois. J'ai senti que ça accélérait, et c'est fou parce que t'as un petit moment où tu dis mais ça va s'arrêter quand d'accélérer, parce que t'as l'impression que t'es un missile dans le ciel, et juste après un truc dingue, une contradiction. Tu te dis waouh, je suis une poussière, parce qu'en fait là je suis dans le ciel, et puis t'as cette hyper sensation visuelle, parce que là je pense que tous tes sens sont à 1000%. Et tu te dis, ouais, mais je suis rien en fait là. Tu vois les maisons, les voitures, les machins. Je suis tout petit dans un ciel immense. Et en même temps, tu dis, ouais, je suis le maître de l'univers, tu vois, ou un dieu, ou je sais pas quoi. Parce que tu dis, ouais, je suis au-dessus de tout. Et c'est deux émotions qui sont complètement opposées, qui se mélangent. Et c'est très fou. C'est très fou. Ah, j'imagine. Et est-ce qu'on arrive à. Est-ce qu'on peut dire que le premier, c'est le meilleur ? C'est le plus bon, c'est le plus fort ? Est-ce qu'après on est à la recherche un peu de sensations aussi fortes que... Eh ben tu sais quoi, je pense que pour les gens qui viennent faire un baptême de chute libre, oui, parce que on les a allégés de toute procédure. Ils n'ont pas un programme trop compliqué. Ils doivent tenir le harnais à la sortie. Quand on leur tape sur les épaules, ils peuvent voler. Ouais. Et puis on s'occupe de tout. On va les orienter s'il y a du soleil ou il y a un vidéoman. On les prévient pour l'ouverture. On guide la voile. S'ils ont envie de participer, ils pourront piloter la voile aussi. Mais si tu veux, c'est vraiment... on est là pour les initier à la chute libre, leur donner envie d'en faire. Donc pas du tout pour les charger de trucs à faire. Donc je pense que pour cette population-là, le premier, c'est le meilleur, parce que c'est la découverte, c'est l'accompagnement. Parfait. Après, pour quelqu'un qui fait l'effort de venir faire une formation, je sais pas si le premier c'est le meilleur, parce que je pense que comme moi, il y a un job, tu vois, à faire.
Et je pense que tout le monde se dit ouais, je préfère, tant pis, je vais moins m'éclater, mais j'ai vraiment envie que tout se passe bien. Ouais. Donc le premier, c'est peut-être pas le meilleur. Ouais, parce que tu dois penser à tellement de choses et t'as le stress. Tu veux faire plaisir à tes moniteurs. Donc aujourd'hui, tu pars dans les programmes qui existent aujourd'hui, tu pars avec 2 moniteurs, donc un de chaque côté, et puis un qui vient se placer en face. Mais t'es vraiment... T'as 2 moniteurs et puis t'en as un qui te lâche pas de tout le saut, pour être sûr qu'il va bien te placer dans la bonne position, donner les indications à l'autre moniteur. Donc si tu veux, t'es vraiment pris en charge dès le début. Donc t'as envie aussi de leur faire plaisir. Okay. Ils te demandent pendant le saut de 3 fois, avec à leur demande évidemment, c'est eux qui décident, 3 fois faire semblant de faire la procédure d'ouverture et 3 fois de regarder quelle est ta hauteur par rapport au sol. Donc du coup, tu bosses quoi, tu vois, t'as du boulot, mais c'est fait exprès. Comme bien ça, tu es sollicité, donc forcément, tu as moins de place au plaisir, en tout cas à ce moment-là de la progression. Ok. Tu as dit un truc qui m'a interpellé, c'est que tu as parlé de te fermer à tes émotions, de contrôler tes émotions. Est-ce que, selon toi, c'est une qualité qui est nécessaire aujourd'hui dans un sport qu'on peut considérer comme extrême ? Alors toi, tu vas te dire oui, c'est pas forcément un sport extrême, mais effectivement, dans le commun, pour le commun des mortels, ça peut paraître comme tel. Mais est-ce que pour toi, c'est une qualité qui est nécessaire, notamment, je pense, pour un enfant de 16 ans, tu vois, on est encore très victime de nos émotions. En tout cas, on les subit encore beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est une qualité nécessaire pour réussir dans ce monde-là, dans ce sport-là ? Eh ben, c'est une grosse responsabilité de répondre à ça. En tout cas, c'est pour moi forcément intéressant d'aller chercher ça. Parce que du coup, c'est forcément un outil en plus. Si tu es capable, dans l'urgence ou pour un stress très fort, qui peut être la compétition ou qui peut être une agression, n'importe quoi, si tu es capable de dire, ok, là, je ferme tout parce que là, il y a quelque chose de très précis. Ma survie en dépend, ou en tout cas le bon déroulement des minutes ou des secondes qui vont suivre en dépendent. Ça peut être un outil forcément, je pense, qui est utile. Les militaires vont le rechercher, les sportifs de haut niveau vont le rechercher, pas forcément pour l'activer tout le temps, parce qu'au final, nous, pour le championnat du monde, le dernier qu'on a fait, où on a eu le titre justement, on est arrivé justement à acquérir énormément d'outils. À cause de toutes les défaites qu'il y a eu avant, de tous les échecs qu'il y a eu avant, même si c'était des trucs qui n'avaient pas trop d'incidence, qui étaient peut-être même perceptibles que par nous, mais nous, on faisait la liste de on aurait pu faire ça mieux, ça c'était pas bon. Au bout d'un moment, ça vaut le coup de dire ok, là, quoi qu'il arrive, un peu comme un robot ou comme une machine, je vais faire le truc. Et en fait, si tu le répètes suffisamment, quand tu as la chance de te préparer pour quelque chose, au bout d'un moment, tu peux réenlever ce voile que tu as mis, pour du coup le réhabiter avec ce que tu es toi. Et du coup, après, tu es indestructible parce que tu peux te mettre en mode ok, maintenant je le fais avec le contrôle. Et si jamais il y a la moindre agression extérieure qui arrive, qui peut être trop de vent ou trop de bruit ou trop j'ai pas assez de temps ou je sais pas quoi, tu peux réutiliser ce truc. Ok, je coupe de tout parce que là, ce qui compte, c'est le résultat. Donc pour moi, je le vois comme ça en tout cas. Ok, écoute, c'est passionnant. Merci d'avoir répondu à la réponse, d'avoir répondu à cette question. Je trouve hyper intéressant le fait que ça soit un sport où il y a énormément de protocoles et tu dois absolument l'apprendre par cœur, l'automatiser, le répéter 1000 fois, pour à un moment donné que ça devienne tellement automatique que tu peux revivre tes émotions et t'exprimer. Et en même temps, tu peux aussi te replonger dans le protocole si tu perds un peu pas forcément le contrôle, mais que tu sens que tu n'es plus dans ta zone de génie, quoi. C'est ça. Donc, c'est clairement, tu as décrit le parachutisme. Je pense aussi la plongée à haut niveau. Beaucoup de sports à haut niveau où tu dépends d'un matériel. C'est la meilleure méthode. Parce qu'en fait, tu vas ancrer. Même la méthode américaine, c'est de répéter 10 fois. Ça paraît interminable. 10 fois un geste au sol. Et vraiment, il faut le faire 10 fois. Et c'est pas bête quand tu réfléchis. Nous, on le fait pas autant de fois. Parce que quand on voit que c'est bien capté, des fois on te challenge à des moments où tu t'y attends pas à refaire. Mais au final, c'est pas bête. Parce que 10 fois, là, tu es sûr que tu vas graver dans le disque dur, mais même au-delà de ce que tu crois. Et du coup, ça devient une gestuelle qui est acquise. Et qui va être très utile si tu es dans le rouge à un moment donné au niveau de tes émotions, quoi. Ouais, bien sûr. C'est complètement écrit. J'ai lu que tu avais ta ceinture noire de judo aussi. Karaté. J'ai fait judo aussi, mais non, je me suis arrêté à la jaune, je crois, en judo. Karaté, pardon. Je voulais tout essayer, donc j'ai fait vraiment un peu de tout. Mais c'est dans le karaté que j'ai trouvé tout ce que je recherchais à l'époque. Artistique ou kumité ?
Non, artistique. Non, j'ai fait Shotokan. Donc c'était plus même traditionnel. Donc je sais pas si tu veux dire artistique, si c'est ça. Oui, exactement. Ouais, pardon, mais moi j'avais peur d'écorcher le nom. Parce qu'on pouvait faire aussi vraiment que combat, mais moi j'ai préféré Shotokan. J'adorais justement la puissance et l'équilibre que tu développais quand tu pratiquais justement ce sport-là, cette discipline-là. Et cet art martial, parce que justement, je rephrase, ça t'apportait une discipline. Je veux dire, tu avais une position de bras, une position de jambe qui est parfaite. Tu la répètes, et même toi, en fait, tu as envie de le faire parfaitement. À chaque fois qu'il y a une démonstration qui est faite par justement un ceinture noire, pas forcément le prof, parce qu'il y a toutes sortes de dan, comme tu sais, mais à chaque fois qu'il y avait un ceinture noire qui te faisait une démo, tu faisais waouh, ah ouais, moi je ressemble pas encore à ça, et t'as envie que ça soit clean, et j'adorais ça. Donc j'en ai fait jusqu'à avoir la ceinture noire. J'ai un petit regret, c'est que je me suis arrêté quand j'étais en terminale, j'étais déjà ceinture marron, et j'aurais pu, enfin en première j'étais ceinture marron, en terminale j'aurais pu passer la noire, et en fait j'avais à l'époque en tout cas un ceinture noire qui n'était pas mon moniteur en plus, qui était juste un autre ceinture noire qui me dit tu sais, l'année du bac c'est mieux de choisir, enfin tu vois, c'est tellement un travail intense, vaut mieux pas le faire cette année-là. Du coup je l'ai pas fait, mais à regret, parce que ça me faisait du bien en fait, et je pense que je serais pas forcément empiété, tu vois. Ouais. Donc j'ai levé le pied, je suis parti en fac de sport, je suis parti faire plein d'autres trucs, et c'est 3 ans plus tard j'ai fait mais attends, j'ai pas fini ma ceinture noire, moi je la voulais. Et du coup je suis retourné, donc c'était pas évident, mais je suis retourné pour finir cette ceinture noire. Ok, et aujourd'hui tu l'as. Et voilà. Je vois que tu as un touche à tout et que tu as fait beaucoup de choses. À quel moment tu découvres la compétition dans le free fly? Alors beaucoup dans les magazines, surtout le français, le Paramag. À l'époque c'était Fred et Vince, les Babylone, qui commençaient vraiment à être super visibles. En tout cas, il y avait une volonté médiatique de dire allez, il faut qu'on montre ce que les Français font, c'est incroyable. Et pareil, uniforme, rigueur, ils étaient tout le temps habillés pareil, ils faisaient des figures très... ça ressemblait un peu au karaté aussi, tu vois, il y a plein de choses qui se rejoignent dans les figures statiques super fortes. À l'époque, il y avait un peu moins de déplacement, et c'était des constructions de vitesse. Enfin, tout me plaisait. Et c'était le très haut niveau. C'était des Français. En plus, on les croisait de temps en temps. Donc voilà, j'ai découvert la compétition à ce moment-là. Ils étaient tellement loin, les mecs. C'est un niveau lunaire que du coup, je me projetais même pas moi à faire ça. Et c'est petit à petit en montant que tu vois, petit à petit, tu commences à devenir meilleur dans la pratique du free fly. Que bon, peut-être ça commence peut-être à élargir le visuel. Et on s'installe avec Karine, avec ma compagne. On s'installe à Nice, on commence à vivre ensemble. Et un jour, en refaisant le monde, en fait, c'est elle qui ramène ce sujet-là. Elle me demande est-ce que tu as des regrets dans la vie? Et puis moi, comme j'essaye justement de ne pas en avoir, de tout faire, de réaliser un petit peu tous mes rêves, au début, je dis non. Et puis au bout d'un moment, je réfléchis quand même. Je dis en fait, si, ouais, j'ai fait de la compète dans plein de sports, et au final, j'aurais bien aimé en faire. Alors peut-être pas forcément, pas de prétention à ce moment-là d'être champion du monde, hein, mais j'aurais bien aimé faire de la compétition en parachutisme. Ça aurait été cool. Hein. Mais bon, c'est trop tard. J'ai 26 ans. En plus, je suis plus ou moins saisonnier parce que je travaille sur les bateaux à ce moment-là. Donc en gros, je lui dis ça aurait été bien, mais c'est pas possible. Et Karen me dit mais t'es bête. Pourquoi c'est trop tard? Je lui dis 26 ans, machin. Elle me dit mais il n'y a pas d'âge, qu'est-ce que tu racontes? Viens, on y va. Et en fait, d'avoir pour une fois quelqu'un qui mêle un petit peu cette possibilité sur la table, qui te dit non, mais attends, à mon avis, il y a moyen de le faire quand même. Et je sais pas, je me suis dit ouais, en fait, t'as raison. En fait, j'avais le soutien de quelqu'un de super proche. Ouais. J'ai dit on va essayer, on n'aura pas de regret. Elle a raison. Et puis on s'est mis dedans. Et en fait, comme justement on était plus vieux, comme justement on arrivait avec le karaté, parce qu'elle a aussi un background de karaté. Et en fait, on a eu des résultats mais super élevés dès le début. Donc on a marqué très très fort à notre entrée. Donc ça nous a servi et desservi parce qu'ils avaient prévu peut-être d'autres gens que nous. Donc au début, on n'avait pas forcément toutes les portes ouvertes côté fédéral. Mais en tout cas, on a fait une entrée fracassante dans le sport. Ouais. Ok. Parce qu'en plus, c'est un sport mixte, non? Alors, il est mixte, ouais. Mais il ne s'est pas imposé. Tu peux faire 2 garçons, tu peux faire 2 filles ou tu peux faire couple. Donc même si on n'est pas loin de la parité dans notre sport, on n'a pas encore assez de filles qui font de la compétition. Ça, on le regrette un petit peu. Heureusement, le freestyle se développe. Donc, nous, on fait du free fly, c'est du vol à 3. Donc, il y a 2 personnes à l'écran, mais tu as ton vidomane.
Et il y a le freestyle, c'est du vol à deux. Et du coup, là, pour le coup, ça y est, les filles commencent à prendre le dessus. Ah, tiens, c'est sympa, finalement, là, j'ai le temps. Je peux faire mes grands écarts, je suis pas obligé de suivre des barbus super lourds. Donc, au final, ça se développe. Et du coup, les filles sont en train de repratiquer beaucoup, de fournir en tout cas plus de place dans le sport artistique. Ouais. Ok. Tu peux nous raconter comment elle se fait, votre rencontre ? Forcément, ça fait partie ouais, bien sûr. À la fois de la performance et de l'histoire humaine. Ouais, bien sûr. Et ben en fait, c'est drôle. On est au bon endroit, hein, parce que du coup, même si la soufflerie était pas encore construite, c'était à Lyon, donc au Paraclub qui est à 10 minutes d'ici seulement. Okay. Donc on se rencontre dans le Paraclub de Lyon et tous les deux, on n'était pas censés être là. Moi, j'étais déjà en saison dans le sud de la France. Je suis remonté juste pour un week-end. Du coup, je me dis je vais me faire un petit saut quand même parce que je pouvais pas trop sauter à ces moments-là de ma vie, donc tous les créneaux je les prenais. Et elle était déjà en études à Paris, elle était architecte d'intérieur, donc elle aussi, elle passe voir sa famille, donc on était tous les deux pas censés être là. Elle, en plus, je crois que c'est la première fois qu'elle sautait à Lyon, donc du coup on se... moi en tout cas, je la repère en disant tiens, je la connais pas elle. Mais je sais que j'ai pas beaucoup de temps et je sais aussi qu'il y a un phénomène sur les paraclubs qui disparaît un peu. Mais à l'époque, quand il y avait une fille un peu nouvelle, tout le monde lui sautait dessus. Donc moi, j'aimais pas trop ça. Donc moi, je m'éloignais un petit peu, mais j'observais de loin. Et parce qu'elle était super belle, tu vois. Et je me suis dit tiens, c'est une fille super belle au paraclub, c'est pas tous les jours. Et du coup, en observant de loin, je m'aperçois qu'en fait, elle envoie un petit peu tous les mecs balader. Elle veut rester tranquille. Et je dis tiens, c'est intéressant, tu vois. À l'occasion, j'irai peut-être lui parler. Et en fait, à la fin du week-end, je vais commencer à lui parler, puis on commence à échanger sur nos vies respectives, et puis du coup, on constate qu'on est tous les deux pas du tout d'ici, enfin qu'on n'a pas l'habitude d'être ici, et qu'on est dans d'autres vies. Et du coup, on dit tiens, si à l'occasion on se revoit, c'est cool. Puis je crois que c'est 15 jours après qu'on se revoit. Puis du coup, on commence à sauter ensemble, et puis là, il commence à avoir plus d'atomes crochus, donc c'est cool. C'est fou. Est-ce que tu penses que le fait de sauter ensemble, ça... Comme ça génère beaucoup de dopamine, de sérotonine, d'adrénaline et tout, est-ce que ça favorise la rencontre ? Tiens, j'ai envie d'un conseil d'expert. J'aurais pas la prétention que ça aide forcément ou que ça excite plus, en tout cas pour garçons-filles et pour les rencontres. Mais par contre, donc voilà, ma réponse est ça. Je suis pas sûr au final parce qu'on est tous dans le même, on est tous sous le même produit, donc du coup, je sais pas si ça marche. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a un truc qui est un truc incroyable avec le parachutisme. Donc, hormis les rencontres que tu peux faire potentiellement garçon-fille, en tout cas de couple, ou garçon-garçon ou fille-fille, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand tu rencontres quelqu'un dans le parachutisme, il y a un lien énorme qui se crée. Et, mais vraiment, parce qu'on est tous arrivés à réussir ce challenge-là qui est de sauter d'un avion. Donc tout le monde vient avec son bagage et ses raisons, mais tout le monde en tout cas passe par le même truc de dire ok, il faut que je fasse la formation, il faut que je fasse attention à tous les sauts qu'on a évoqués avant pour devenir indépendant, autonome et pour pouvoir après, il y a des diplômes après pour avoir le droit de sauter en groupe, etc. Donc quand tu arrives à sauter avec quelqu'un, il y a rien qui compte à ce moment-là. La politique, la religion, sa nationalité, mais ça n'a vraiment mais aucune espèce d'importance parce qu'à ce moment-là on est en chute libre ensemble et on est juste deux humains en train de kiffer le moment et c'est incroyable. Donc ça c'est un truc que je suis content de dire là maintenant parce que c'est un truc fou et qui est génial. Ouais, mais c'est beau ce que tu dis, effectivement qu'il y a une communauté et en fait vous savez les uns et les autres par quoi vous êtes passés. Exactement. Vous connaissez les émotions et en fait tu connectes, je pense, encore plus vite quoi. Et je rajoute un tout petit truc. Vas-y. Je donne ça d'ailleurs en conseil aux gens qui commencent à voyager. Déjà, on les encourage à aller voir le parachutisme dans d'autres pays. Donc on leur dit, dès qu'ils sont un peu autonomes, justement, allez sauter en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Angleterre. C'est facile, de 3-4 heures de voiture, tu y es. On a la chance d'être en Europe, les pays ne sont pas très grands. Au final, quand tu réfléchis bien, 2 ou 3 dans la voiture, ça va, quoi. Tu peux vite le faire. Et c'est génial d'aller voir, justement, nos homologues européens et pratiquer le parachutisme avec eux, c'est fou. Et je vais même plus loin. Je leur dis, si jamais vous voyagez, vous prenez l'avion et vous allez dans un autre pays, parce que vous allez être étudiant, vous allez vous installer au Canada, en Australie ou je sais pas quoi, ou au Brésil pendant 1 mois, 2 mois ou je sais pas quoi, je leur dis allez tout de suite sauter dès que vous arrivez en fait, les premiers jours, parce que tu vas sauter dans un paraclub n'importe où dans le monde, ça c'est garanti. T'as un canapé, une voiture, tiens mon cousin il a le restaurant ici, ma tante c'est celle qui a l'hôtel là-bas, t'as tout ton réseau.
tout de suite. Parce que t'es un parachutiste. On s'en fout que tu sois français, même encore mieux, tiens, t'es le petit Frenchie. Et t'as tout qui s'ouvre. Donc c'est vraiment le conseil que je donne aux jeunes qui voyagent. C'est ça. C'est marrant, t'as peut-être été un instructeur pour ma cousine, parce que elle a toujours fait ça en fait. Dès qu'elle partait en voyage, elle allait sauter dans le pays où elle allait. Et justement, elle me disait que pour elle, c'était tu te construisais une deuxième famille très très rapidement, quoi. Parce que les gens connectent. Donc très très chouette. Comment ça se passe une compète de free fly? Je voulais te demander un peu, tu vois, c'est quoi les règles du jeu, comment est-ce qu'on gagne pour faire découvrir aux gens qui connaissent pas la discipline? Eh ben, il y a les compétitions de free fly et de freestyle, parce que la discipline s'appelle free fly. Ouais. Mais en fait, ça englobe les deux disciplines artistiques qui sont le free fly et le freestyle. Donc je t'ai dit le 2+1 ou le 1+1, 2 personnes à l'écran ou une seule personne à l'écran. Donc les deux sont construits de la même façon. On a 7 sauts à réaliser. Et tu as 3 sauts à préparer. Parce qu'en fait, le saut numéro 2 et le saut numéro 5, ça sera l'imposé 1 et l'imposé 2. Donc tout le monde doit faire les mêmes figures. C'est une manière pour les juges de vérifier aussi techniquement vraiment où tu en es. Et donc les 5 autres sauts, c'est la création libre que tu vas mettre en place. Donc un maximum de mouvements pour les freestylers est le plus difficile possible. Et puis du coup un maximum de vols synchro pour les free flyers. Et puis pareil aussi des constructions plus ou moins difficiles si c'est possible. Donc c'est construit comme ça. Et donc c'est jugé, on a une note de difficulté, une note artistique et une note technique à chaque fois. Puis il y a une note aussi pour le vidéoman, parce que mine de rien, s'il y a du yo-yo, s'il y a des éléments rapprochement, ou si c'est pas très cadré tout le temps au centre, tu perds des points, tu as des points de pénalité en tout cas. Donc c'est comme ça que sont jugées les compétitions. Après, pour les préparer, il y a toujours 2 modes. Il y a plein de gens qui le font pour rigoler. Donc ils se mettent moins la pression évidemment, puisque c'est cohérent aussi. On peut le faire pour s'amuser, de faire de la compétition. Donc on essaie de faire de son mieux quand même. Souvent les gens font de leur mieux le jour de la compétition. Ils s'entraînent pas forcément super sérieusement. Et puis ils font, par contre le jour de la compétition, ils se prennent un petit peu au jeu. Ils essaient de faire de leur mieux en tout cas. Et puis il y a ceux qui essaient de rentrer en équipe de France et puis après qui vont essayer de représenter leur pays. Donc là, c'est pas du tout le même challenge, les mêmes voilà. Le même but recherché. Donc il y a un calendrier beaucoup plus conséquent à mettre en place. Il faut prévoir 8 à 10 semaines d'entraînement. C'est hyper intense. Souvent même, il faut prévoir d'avoir des plieurs pour pas avoir à plier son parachute, juste pour être plus disponible à voir les vidéos, à moins se fatiguer. Enfin, il y a toute une logistique à mettre en place pour justement arriver à faire les meilleurs sauts. S'inspirer aussi de les Russes qui, pour l'instant, font moins de compétition. Ils sont quand même hyper créatifs. On ne peut pas leur enlever ça. Donc on s'est beaucoup inspiré de la population russe. Les Américains, ils sont aussi très sur le contact. Ils sont très proches en vol, c'est hyper intéressant aussi. Les Anglais ont un vol un peu agressif. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est un conseil, c'est pas une obligation évidemment, mais je pense que ceux qui visent à être champion du monde, c'est bien de s'inspirer un peu de tout. Si tu mets un petit peu de tout dans ton vol, je pense que c'est sensible pour un juge, même si c'est inconscient, de dire waouh, lui il a tout, c'est puissant, c'est proxy, c'est artistique, c'est créatif. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'on construit en tout cas, à mon sens, dans notre milieu, de la compétition, quoi. C'est ce que vous avez essayé de faire, d'aller chercher des inspirations un peu partout. Ouais. De toujours, de toute façon. Nous, même avant d'avoir la prétention de dire vraiment on veut la première place, au tout début, on était déjà inspiré par le Cirque du Soleil. On adorait ça. Okay. Dès que ça passait à côté de nous. Super source d'inspi. Donc voilà, on allait par exemple à Manchester, je crois que c'est en 2012. On est à Manchester, on s'entraîne à la soufflerie High Fly Manchester. Et il passe. Et c'était Varekai. Trop bien, on y va. Et c'était peut-être un des premiers d'ailleurs. C'était peut-être le premier ou le deuxième qu'on voyait. Et puis déjà encore l'effet waouh. Et surtout au niveau technique, au niveau performance. Mais c'est une dinguerie. Je pense même que l'appellation cirque peut desservir, parce que je pense que pour certaines personnes, ils vont trop assimiler ça. Ah, il y a des animaux, machin et tout, alors qu'il n'y a pas d'animaux. Il n'y en a pas en fait. C'est que de la presta de super artistes, de superman, de gymnastes. Ah, c'est des vrais athlètes. Voilà, des vrais athlètes. C'est du live. Donc il y a un mini orchestre et puis il y a un chanteur à chaque fois, mais à tomber par terre. C'est souvent une femme, mais c'est même le chant est en live. Donc allez voir le Cirque du Soleil pour ceux qui l'ont pas vu, que vous aimiez les spectacles
spectacle en live ou que vous aimiez aussi les performances d'athlètes incroyables, c'est ça quoi. Bah, je me suis mis aux arts du cirque là avec un copain qui s'appelle Alexandre Dana. Lui sa spécialité c'est les sangles. Donc on fait pas mal de sangles et de tissus. Tu vois d'ailleurs j'en ai encore les petites marques sur ça brûle. Sur mes poignets, sur mes avant-bras. Mais je commence à rentrer des planches, je commence à rentrer des spins et tout. Donc je vois exactement de quoi tu parles. Et effectivement, je pense que pour toutes les disciplines artistiques, le cirque et en particulier le Cirque du Soleil et même tous les arts du cirque en fait sont vraiment de véritables performances. Et en fait, il y a un ajout créatif où t'es pas forcément, comme il n'y a pas de compétition, t'es pas dans le jugement. En fait, tu t'affranchis aussi de certaines règles que tu peux avoir dans les sports à jugement. Tu vois, là ce matin, on sortait un épisode avec Maë-Bérénice Meïté, qui est 5 fois championne de France de patinage artistique, et elle explique que elle est black. Tu vois, en plus, c'est une femme noire, très grande, très athlétique. Et tu vois, dans le patinage, on aime les filles un peu russes ou asiatiques, très fines. Et elle est différente. Et elle explique à quel point elle a dû s'affranchir de tous ces codes. Tu vois, donc ça a été dur en plus. Tu vois, il y avait des notions de racisme, mais ce qui était intéressant dans sa démarche, c'est de dire qu'elle devait toujours avoir un coup d'avance sur la démarche artistique, toujours s'affranchir des codes, parce qu'elle ne pouvait pas respecter les codes de par son physique, de par sa silhouette, tu vois. Et elle s'est beaucoup inspirée. Ça aurait été encore moins pris d'ailleurs, moins bien pris en plus, si elle avait voulu copier. Non, mais c'est sûr. Exactement. Ouais. Donc j'aime beaucoup ce que tu dis. Si je résume, donc il y a 7 sauts, tu m'as dit. Voilà. 7 sauts, 2 qui sont imposés, 5 qui sont libres. Il faut être très créatif et justement, il faut inventer des nouvelles figures. Il y a des notes, mais quels vont être les critères, les grands critères que vont utiliser les juges? Ça va être quoi? Ça va être je sais pas, la vitesse d'exécution, la stabilité, la créativité. On n'est pas catégorisé au niveau de la gymnastique. La gymnastique, tu peux quasiment cocher des cases tellement que le tableau il est fourni. Pour l'instant, volontairement, nous on n'est pas à ce niveau-là, parce que merci de faire la différence. Ouais, on veut laisser la créativité aussi. Je pense que j'ai échangé avec beaucoup de juges et on veut laisser aussi une part dans la créativité. Et si tu fermes trop, si tu catégorises trop, du coup, on va perdre ça. Par contre, le nombre de mouvements, la prise de risque, par exemple, si tu as un vol synchro, voilà, mais que pendant 4 secondes, tu as un mouvement, ça fera moins de points que si tu fais 2 secondes et tu flippes tout de suite sur un autre mouvement, tu vois. Ouais, ok. Alors, et du coup, c'est difficile parce que quand tu réfléchis, il faut que tu sois en vol synchro, il y a une rupture et il y a revol synchro. Donc ça fait forcément plus de points que juste le vol synchro qui dure 4 secondes. Donc le nombre de mouvements, ils y sont sensibles parce que forcément, c'est que tu es très fort. Si tu arrives à en enchaîner beaucoup plus, parce qu'à chaque fois, il y a un départ, il y a une fin à chaque mouvement. Donc ça veut dire que tu es capable d'avoir cette charge mentale, d'avoir des débuts et des fins plus souvent, d'avoir des clés que le vidéoman, parce que normalement, à chaque fois qu'il y a un mouvement, il faut que tu t'assures, c'est du vol à 3, qu'il est là, parce que si tu occultes complètement ton vidéoman, tu prends le risque de lui tourner le dos, ou alors s'il faut que tu lui tournes le dos à ce moment-là, il faut être sûr qu'il soit prêt aussi, parce que ça fait aussi partie du truc. Donc voilà, il y a plein de trucs à gérer, donc ça, ils y seront sensibles. Un autre truc, c'est les prises de risque. Alors les prises de risque, c'est pas du tout des prises de risque physiques, je précise, mais les prises de risque dans le sens où si là ça marche pas, là c'est sûr que ça ressemblera à rien. J'explique. Le saut, j'espère que tu pourras le montrer. Le saut qu'on a mis en place en Australie, le tout début du saut, dans les 5 premières secondes, on fait un tour avec Karine. Je lui tiens le sac, je suis en roue. Moi, c'est comme si je réalisais une roue, comme une roue au sol. Elle fait un back loop tendu et je viens poser ma tête en équilibre sur son parachute au seul endroit où je peux le faire sur son parachute. C'est-à-dire que entre le parachute de réserve et le parachute de secours, parce qu'on a les 2 voiles dans le dos, au cas où le parachute de secours est déjà dans le dos aussi, il y a un endroit qui est un tout petit peu plus soft où moi je peux me permettre d'aller trouver un endroit pour poser ma tête. J'ai passé des heures, alors sans Karine, juste en ayant son casque au-dessus de la tête, à trouver l'endroit, à vérifier la distance entre ma main avant, la main arrière. Enfin, j'ai passé des heures jusqu'à ce que ce soit, comme on disait tout à l'heure, tu fais 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et du coup, voilà, je suis arrivé à ce niveau-là, en tout coup de perfection, pour poser pile poil ma tête dessus. Du coup, dès que je l'avais, je lâchais le grip pour être tendu en équilibre que sur la tête. J'attendais de voir justement passer mon vidéoman pour être en opposition de rotation avec lui. Donc j'envoyais, mais j'ai quasiment pas d'air sur elle. Je suis dans sa dévente. Donc j'envoyais, mais c'était avec mes abdos, avec mes muscles. J'envoyais une rotation opposée au vidéoman. Et quand je revoyais le vidéoman, j'envoyais un demi backflip, pareil, tout sur la force abdominale parce que j'avais pas d'air, toujours pas.
Et ben ça, et les juges, évidemment, ils sont sensibles. Quand ça ne marche pas, ça ressemble à rien. Et puis pour récupérer le saut derrière, tu as l'air de rien, quoi. C'est-à-dire que tu pars d'entrée de jeu avec un truc qui peut être magnifique ou te mettre complètement dans les choux, parce que du coup elle va sentir que d'un coup je suis plus là, elle va monter d'un coup parce qu'elle est en phase de freinage. Moi du coup je suis en phase d'accélération, donc si je passe à côté d'elle, je sors, a priori je sors déjà du cadre, donc on prend tous les risques possibles imaginables, et puis pour enchaîner sur la figure d'affrey on peut pas, parce qu'on part sur une connexion jambe-jambe, donc on perd tout. C'est soit tu l'as réussi, soit tu l'as réussi. Donc je sais pas que les gens, quels sportifs de niveau, en tout cas les sportifs de niveau, quel parallèle ils feront avec leur discipline. Mais là on a mis le tout pour le tout. C'est comme si tu rentrais sur scène avec ton patin à glace et tu commences par un double backloop. Bah, si tu le rates et que tu finis à plat ventre, c'est ton entrée, quoi. Ouais, je vois très Donc bien. relève-toi de ça. Donc on a mis le tout pour le tout, quoi. Très clair. Bah écoute, tu m'enverras la vidéo, on l'incrustera dans l'interview pour ceux qui sont sur YouTube et qui puissent vraiment se rendre compte. Et puis ceux qui sont pas à l'audio, bah on va aller voir sur YouTube, comme ça vous le verrez aussi. Je vois que le temps tourne et je voulais te poser quand même des petites questions. Combien de temps tu passes en vol, toi, à l'année ? Et ben, combien de sauts tu les as comptés ? Alors on va faire la soufflerie d'abord, juste parce que j'étais parti là-dessus. Ouais. On part au Venezuela le mois prochain. Et bon, parce que je vais calculer, c'est facile en même temps anticiper. Je vais arriver à 3000 heures. Donc je serai à 3000 heures là le mois prochain. De vol. Wow. Donc c'est beaucoup. Et en soufflerie ou en soufflerie. Donc c'est 3000 heures. Parce qu'on les compte pas pareil. Donc c'est 3000 heures de vol en soufflerie le mois prochain en 13 ans. Tu vois, donc on est sur du 250 heures de vol par an, ça dépendait des années, tu vois, en plus c'est le Covid. Sachant que, quand même, je précise, pour en avoir fait, notamment quand tu te formes, on vole généralement 1 minute 30, parce que c'est très intense, il faut gainer le dos à fond. Donc déjà, à la fin de 2 minutes, je sais pas toi, quel est ton plus long vol en soufflerie, mais moi je sais que... Oh, c'est une bonne question ça, j'ai la réponse. C'est vrai ? Bah, vas-y, dis-moi. Alors j'ai fait une session, alors c'était pas voulu, je pense que si on me l'avait annoncé, je l'aurais pas fait, ça s'est fait comme ça. J'ai fait 2h15 une fois, quasiment sans toucher le filet, ouais. Sans sortir et sans toucher le filet. Mais tu mets le pied au sol quand même ? Quasiment pas. Wow, je suis resté 2h15 à voler parce qu'en fait, il y avait une dizaine d'instructeurs, tout le monde voulait voler. Donc tout le monde avait mis du staff time, on appelle ça, tout le monde avait mis du temps pour voler avec moi parce qu'ils savaient que j'étais de passage. Et du coup, en fait, tu te nourris à chaque fois du mec qui est à la porte, tu dis « Ah, encore un, allez, encore un ». Et en fait, ça s'est jamais arrêté. C'est pour ça que je te dis, si je l'avais su, je pense que j'aurais dit non dès le début. Mais du coup, quand j'ai regardé l'heure en sortant, mais j'avais des fourmis partout, j'ai été desséché, j'ai mis 5-6 heures à m'en remettre. Mais voilà, donc faut pas le faire, mais je l'ai fait une fois. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est des temps assez courts en tout cas sur lesquels on s'entraîne, et peut-être que pour 200, tu vois, à côté d'un ultra trailer, il va te dire mais attends, mais moi 200 je le fais en 2 semaines. Non, effectivement, tu as raison de le raconter. D'ailleurs, j'ai des élèves qui sont derrière toi et les gens ne les voient pas, mais ils attendent on est en cours aujourd'hui. Eux, ils ont 40 minutes par jour. Donc ils font 10 minutes, 1 heure de pause, 10 minutes, 1 heure de pause, et c'est 5 fois 2 minutes. Donc, pour que les gens se rendent compte, et eux sans dire que c'est des sportifs de haut niveau, c'est des parachutistes très confirmés. Donc pour que les gens, par slot de 2 minutes. Ouais, par slot de 2 minutes max. Max. Okay. Est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on gagne sa vie avec le parachutisme ? Alors il y a 2 choix de carrière. Toi aujourd'hui t'es à fond. Oui, moi je suis à fond dedans, mais du coup je suis bien placé pour parce que j'ai des copains qui ont fait l'autre choix. Donc soit tu veux rester dans le parachutisme, et du coup c'est bien d'avoir toutes les casquettes. Donc tu es porteur tandem, moniteur tandem et puis moniteur pack, donc comme on expliquait. C'est bien souvent aussi d'être plieur réparateur, comme ça tu peux aussi même l'hiver faire les repliages secours. Donc si tu as toutes les casquettes, là tu t'en sors très bien, parce que tu peux tout faire en fait. Et sinon, si tu veux une carrière un peu plus compétiteur, il faut soit devenir instructeur en soufflerie, donc être salarié d'une soufflerie et puis travailler 5 ou 6 jours sur 7 en soufflerie, soit devenir, du coup, si tu as déjà la carte compétiteur avec déjà quelques titres, au moins sur le podium français, devenir coach. Et puis du coup, ce que tu fais pas en étant salarié, tu le fais comme on le fait nous, en semaine d'entraînement intensif. D'accord. Et là, du coup, ça marche aussi. Tu peux très bien vivre comme ça. Mais j'imagine que les places sont chères quand même. Vous êtes beaucoup à peut-être vouloir... Les places sont chères, mais en même temps, ça se bouscule pas tant que ça parce que il y a tellement de sacrifices.
tellement de sacrifices, aussi bien dans la voie parachutiste, parce que c'est des années de formation, le niveau français est hyper élevé. Rien que pour être moniteur, on parle de 2 ou 3 ans. C'est 2 ou 3 ans pour avoir son brevet d'état. Ça doit coûter 20 ou 30 000 euros. Donc rien de fou si tu compares à dans plein d'autres milieux. Hein. Mais bon, c'est un sacrifice. C'est pas tout le monde qui va faire ce sacrifice-là. Dans la soufflerie, ça coûtera pareil. Hein. Je pense que quelqu'un qui prétend être séduisant pour du coup amener des gens à voler avec lui, je pense que les 2-3 ans et puis les 20-30 000 euros, on les retrouve aussi hein, sans problème. Donc voilà, je pense qu'on est là-dessus. Mais du coup, il n'y a pas tant de gens que ça, hein, c'est difficile. Hein. Ok. Toi, à quel moment tu as été vraiment à fond, à 100% dans le parachute ? Effectivement, sur un poste ou sur un autre ? Eh ben, en fait, quand on a donc cette première année, à l'époque, il y avait National 1, National 2, comme D1 et D2 au foot. Alors, ils ont voulu l'enlever après. J'espère qu'ils vont le réinstaller. Mais donc à l'époque il y avait ça, donc nous on avait un titre à gagner de champion de France et on arrivait à le gagner. Donc imagine, c'est la première année, tu te ferais un chemin sur les Coupes de France et tu arrives au championnat de France et tu gagnes. Et c'est ta première année de compétition. Donc nous on a eu voilà. C'était vraiment presque plus un clin d'œil du destin que juste oh bravo, il y a peut-être un truc à faire. C'était vraiment... vas-y, t'as toujours voulu faire de la compète dans le para. Là, tu vois que t'as déjà un titre sur ta première année. Va voir, il y a peut-être un truc pour toi, tu vois. Donc, moi, je l'ai vu comme ça en tout cas. Et du coup, on fait 6 mois après le championnat de France, on a une réunion à Aerocart. Donc, il y avait des incitations à la compétition, on s'inscrit. Donc, les gens voient qu'on avait déjà gagné en N2 et qu'on vraiment s'investit. Hein. On veut être là, faire les détections. Pardon, ça s'appelle. Donc, on participe à ces détections à Aerocart. Ouais. Et là, du coup, il y a l'entraîneur qui nous dit écoutez, je vois que vous êtes là aujourd'hui, je vous mets en équipe de France Espoir. Et là, donc, on est N+1, on fait OK, là, voilà, on y va, quoi. Et donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là, même si j'ai été plus ou moins long à prendre certaines décisions, par exemple à arrêter de travailler dans le milieu du bateau et puis à devenir justement, à passer mes diplômes d'instructeur, ça a pris 2-3 ans à tout se mettre en place, jusqu'à ce que je décide en 2014 d'arrêter complètement, hein, vraiment, et de faire que ça à plein temps. En tout cas, la graine, elle était là. Quand on a eu ce titre de OK, on vous inscrit sur les listes en étant sportif de haut niveau en France Espoir, on y va, quoi. Ok. Bon, je vois qu'il est 11h, tu nous as réservé un petit programme. Ouais, il faut y aller. Mais on va. Je sais que c'est important le temps dans ton milieu. Il y a une toute dernière question que je pose. Je serais bien resté encore 3 heures en plus à refaire le monde. Ah, yes. Mais la toute dernière question que je pose, c'est à qui est-ce que tu nous donnes, à qui est-ce que tu transmets le micro et qu'est-ce que tu nous recommandes d'aller interviewer ? Je crois que tu as quelqu'un de naturellement en tête et on va essayer de faire ça juste après. Eh ben, j'aimerais bien Karine Joly. Si vous avez un peu de temps. Non, parce qu'en plus, elle a des histoires à vous raconter, plein, autant que moi, peut-être même plus. Non, mais surtout, je fais le petit trailer, le petit teaser, pardon. Le petit teaser. Elle a eu la chance de participer au Record de France là au mois d'août. Et grâce à des petites idées qu'elle a eues, grâce à son expérience, ils ont battu 3 records. Donc on a 3 nouveaux records de France qui ont été établis là au mois d'août. Et je pense que rien que ça, c'est déjà un sujet à une bonne discussion, quoi. Bon, écoute, super. Merci beaucoup, Greg. Allez, c'est parti, on va sauter, je crois. Allez, on y va. Merci.